Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Bonsoir à tous. Nous vous remercions d'être là. Une journée un peu difficile. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ambassadeur et l'attaché culturel pour le débat qui va suivre. C'est un débat tabou ici en Grèce, tout au moins. Il est lié à la façon dont les médecins nous traitent. Quand je dis nous traitent, j'entends les femmes. J'avais fait des notes. La première est liée au serment d'Hippocrate. J'utiliserai la thérapie pour aider les patients selon ma force et mon jugement, mais jamais pour faire du mal ou pour causer une injustice. Après ce serment, je passerai à quelque chose que vous avez peut-être déjà rencontré, vous les femmes. Oh, tu grognes. Oh, tu fais beaucoup d'histoires. Ne grogne pas, la douleur va passer. Détends-toi, calme-toi, ce sera rien. D'habitude, ça c'est une relativisation de la douleur féminine. En France, la collègue journaliste et auteure Maud Lerest s'est penchée sur ce sujet, c'est-à-dire elle a voulu examiner pourquoi les médecins ne nous prennent pas au sérieux, même quand les symptômes sont très, très éloquents. Toute cette recherche, cette enquête, les témoignages, tout cela, elle l'a collecté avec notre collègue Eva Tabiro. Elles en ont fait un livre important. Il n'est pas encore en Grèce, ce livre. Les patientes d'Hippocrate, lorsque la médecine fait du mal aux femmes. Voici donc un sujet dont on ne parlerait jamais très facilement ici en Grèce, parce que c'est une question taboue, bien évidemment. Et ça, je peux vous le garantir à titre personnel. J'ai vu cela m'arriver, me tomber sur la tête. On en parlera tout à l'heure. Mais pour commencer, je voudrais demander pourquoi et comment elle a eu l'idée de mener cette enquête, comment elles se sont orientées vers cet ouvrage avec Eva. Bonsoir, Maud. Alors, je vais enlever le casque, sinon je vais être un peu perturbée. Alors, bon, on est deux autrices, hein, Eva Tapiero et moi, et on a publié ce livre qui est une enquête journalistique et aussi un essai en octobre dernier. Je suis journaliste santé à la base, journaliste spécialisée dans la santé des femmes, et quand on est spécialisé là-dedans, on est obligé de réaliser qu'une femme aujourd'hui n'est pas aussi bien soignée qu'un homme parce qu'elle est une femme. Il y a 4 choses vraiment primordiales dans notre livre. La première, c'est que la douleur des femmes, elle est sous-estimée. La deuxième, c'est qu'on subit des retards de diagnostic à cause du fait qu'on est des femmes. La troisième, c'est que le corps de la femme, il est surmédicalisé. On a des examens cliniques qui sont pas nécessaires. Et la quatrième chose, c'est qu'il y a très peu de recherches sur les pathologies qui sont dites féminines. Alors, je vais vous donner quelques exemples, hein. Nous, typiquement, en termes de non prise en charge de la douleur et de retard dans le diagnostic, on s'est penché sur 2 maladies gynécologiques que sont l'endométriose, qu'on commence à bien connaître aujourd'hui, et la vulvodynie, qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui. Quand je dis « on », je parle de la France, hein, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de recherches dans les pays anglo-saxons là-dessus et que la France est complètement à la traîne. Je ne sais pas comment c'est en Grèce, mais j'imagine que c'est plutôt comme en France parce que c'est des maladies dont on parle nulle part, à vrai dire. Το ίδιο άσχημα. La situation est aussi mauvaise en Grèce également. Avec une femme qui a mis des années avant de savoir ce qu'elle avait, il faut savoir que la moyenne de l'errance diagnostique aujourd'hui en France pour se faire diagnostiquer une endométriose, c'est de 8 ans. Donc une femme va avoir mal constamment, se tordre de douleur pendant ses règles, parfois avoir des symptômes comme des vomissements, des diarrhées, parfois devoir appeler les urgences tellement elle a mal, et on va lui dire que c'est normal d'avoir mal, elle a ses règles, elle n'a qu'à pas se plaindre, ou si elle fait un peu plus d'efforts pour que ça se passe.
eh bien, ça ira mieux. Donc cette fille, elle a attendu 8 ans et la vulvodynie, c'est une maladie rare de douleur chronique dans la vulve. Donc cette fille qu'on a rencontrée, elle a attendu 7 ou 8 ans, pareil. On lui a dit, elle avait une cinquantaine de praticiens, des médecins généralistes, des gynécos, mais aussi elle allait vers ce qu'on appelle les médecines alternatives et elle a eu des propos aberrants. Détendez-vous, ça ira mieux quand votre mec va vous pénétrer. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas lesbienne? Enfin voilà, des trucs comme ça. Et ça, c'est pas au 19e siècle, hein, c'est aujourd'hui. donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne les examens non nécessaires à la surmédicalisation du corps de la femme, nous, on part du principe avec Eva, et c'est ce qu'on a réalisé, ce qu'on donne beaucoup comme exemple, enfin comme métaphore, on va dire, le corps de la femme est comme une bagnole qu'on envoie au contrôle technique tous les ans. C'est-à-dire qu'on doit vérifier tout ce qui se passe sous le capot pour voir si tout va bien. Un chiffre à savoir, la première consultation gynécologique, c'est pas avant 25 ans. Aujourd'hui, en France, on envoie des gamines de parfois 12 ans chez le gynéco parce que c'est comme ça. On passe du pédiatre au gynécologue, on fait subir des touchés vaginaux à des petites filles, on les fait se mettre toutes nues. On n'imaginerait jamais la même chose pour des petits garçons, pour des hommes. C'est marrant, hein, moi je parle aux hommes de mon entourage, qui ont mon âge, un peu plus âgés, un peu plus jeunes, je leur dis vous trouverez ça normal qu'un adolescent, mettons de 14 ou 15 ans, aille se faire toucher régulièrement une fois par an les testicules, mettre à nu et subisse un toucher rectal? Bah non, ce serait traumatisant et vous avez raison de ne pas trouver ça normal. Et bah pourquoi vous trouvez ça normal pour vos filles? Bref, ça c'est un constat sur lequel on est parti aussi. Et puis la dernière fois, le dernier point aussi qu'on aborde, c'est le fait qu'il y ait très très peu de recherches aujourd'hui sur les maladies féminines. Alors déjà, il faut savoir que sur les études spécifiques sur la douleur, 70% des études parues dans la revue de référence sur la douleur entre 1996 et 2005, des études précliniques, donc ça c'est la phase d'étude avant la commercialisation d'un médicament sur des organismes non humains, 70% de ces études-là sont faites sur des rongeurs mâles, exclusivement mâles. Donc en fait, on étudie les interactions d'un médicament avec un organisme mâle en grande majorité. Et nous, femmes, c'est ces traitements-là qu'on va avoir ensuite. Et puis la deuxième chose qui explique qu'il y ait très très peu de recherche, c'est que les équipes de chercheurs sont composées d'hommes essentiellement, en fait. Et que quand une équipe est composée d'hommes, eh bien, elle s'intéresse aux maladies qui touchent les hommes. D'où le fait qu'on ait très peu de recherches aujourd'hui sur la fibromyalgie, sur la vulvodynie, sur toutes ces maladies qui touchent soit que des femmes, soit essentiellement des femmes. C'est une étude dans Science en 2021 qui montre que les chercheuses ne représentent que 25% des brevets déposés entre 2018 et 2020. Donc voilà pour le résumé de ce livre, si on peut dire. C'était extrêmement intéressant. Je voudrais poser une question. Est-ce que nous avons d'autres données, mis à part les consultations chez le gynécologue? Avons-nous des données sur les consultations chez les généralistes ou autres médecins qui montrent que le diagnostic tardif, posé tardivement, est en mesure de porter préjudice à la santé de la femme, voire la conduire jusqu'à la mort? L'exemple que nous, on trouve le plus frappant, c'est celui de la cardiologie. Alors parce que jusqu'à présent, quand on pense violence faite aux femmes dans la médecine, on pense surtout à la gynécologie. Et c'est très bien, il y a de plus en plus d'essais féministes là-dessus, mais on ne parle pas de la médecine dans son entièreté. La cardiologie, c'est un très bon exemple. Pourquoi? Nous, on s'est penché sur l'infarctus du myocarde. Plusieurs chiffres. Les femmes, quand elles subissent un infarctus du myocarde, elles appellent les urgences en moyenne 37 minutes après un homme. Pourquoi? Parce qu'elles minimisent leur souffrance, elles minimisent ce qu'elles ressentent, et puis elles sont tellement habituées à avoir cette charge mentale de toute façon de tout subir qu'elles vont se dire « bon, ça va passer ». Donc elles appellent les urgences 37 minutes après, et une fois qu'elles sont aux urgences, normalement, le temps maximal de prise en charge pour un infarctus, ça devrait être de 10 minutes. Les hommes sont pris en retard, c'est-à-dire qu'ils sont pris 15 minutes après, les femmes 21 minutes après. Pourquoi? Parce que quand elles arrivent aux urgences, elles ont beaucoup plus de risques que l'équipe d'accueil suspecte une crise d'angoisse. Donc, c'est un exemple qui ne s'arrête pas là, puisque, désolée, j'étais un peu déconcentrée évidemment, mais les conséquences d'une prise en charge tardive de l'infarctus du myocarde chez la femme sont plus graves
que chez un homme, puisque les artères de la femme sont plus fines et sont plus difficiles à revasculariser. Donc voilà, les séquelles vont être plus graves, et c'est un cercle vicieux. Donc voilà, pour l'autre exemple, il y en a évidemment plein d'autres, mais je n'aurai pas le temps de tous les développer ici. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πέρα από το κομμάτι του φόβου που δημιουργείται σε μια γυναίκα. J'aimerais poser la question suivante à propos de la peur. À quel point une expérience traumatisante avec un médecin peut la décourager d'aller voir d'autres médecins dans le reste de sa vie? Énormément de femmes ont vécu. Ce qui se passe par rapport aux femmes qui ont mon âge ou plus jeunes, moi j'ai 30 ans, et par rapport à mes amis qui ont une vingtaine d'années, on est beaucoup plus dans la conscientisation qu'on a subi une violence médicale. Donc beaucoup de femmes aujourd'hui, de jeunes femmes, ne vont plus voir un gynécologue parce qu'elles ont été traumatisées, ou alors elles vont se tourner vers des sages-femmes par exemple. Pas que les sages-femmes soient toutes parfaites, loin de là, ou que les gynécologues soient tous des monstres, c'est pas ça qu'on veut dire, mais nous, on a rencontré une femme, par exemple, qui a vécu un accouchement tellement traumatique qu'à l'heure actuelle, elle ne veut plus jamais qu'aucun professionnel n'ait accès à cette partie-là de son corps. Donc, son suivi, et elle le fait elle-même, c'est une ancienne infirmière, elle a été aussi, elle a bossé dans les accouchements. Donc, elle s'occupe d'elle elle-même. C'est pas forcément la meilleure solution, mais elle est tellement traumatisée qu'elle ne peut pas faire autrement. Και φυσικά, νομίζω στη Γαλλία υπήρχε και η περίπτωση ενός... En effet, en France, il y avait le cas d'un médecin qui a 130 cas de viol. Est-ce que c'est vrai? Qui exerce à Paris. C'est un gynécologue qui est spécialisé dans l'endométriose. Alors, une association spécialisée dans les violences obstétricales et gynécologiques a reçu plus de 190 témoignages de viols. On parle de viols en réunion et de viols sur mineurs. Je ne vais pas vous relater les témoignages ici parce qu'ils sont très, très durs à entendre. Mais il est actuellement mis en examen pour, il me semble, 36 viols. 190 témoignages et mis en examen pour 36 actes. Donc, on est sur quelque chose qui est a priori caractérisé quand même. Et il exerce toujours. Le Conseil national de l'ordre des médecins a décrété qu'il pouvait toujours poursuivre les consultations privées. Donc, des femmes qui soit n'ont pas l'info parce qu'on n'est pas tout égal devant l'accès à l'information, soit qui n'ont pas le choix, vont se retrouver en consultation gynécologique avec un, présomption d'innocence oblige, violeur. Voilà, c'est ça. Et il a le droit, il est dans son bon droit, il continue à exercer. Ici en Grèce, on a l'habitude de dire, c'est un misogynisme occulté en quelque sorte. On dit donc qu'il faut aller consulter un médecin homme. Mais certaines femmes sont à la recherche d'un médecin femme, espérant qu'elles seront mieux traitées, qu'elles seront mieux écoutées dans leur thérapie. Je ne sais pas ce qu'on fait en France. Est-ce que nous considérons qu'en France, qu'une femme médecin peut nous traiter un peu mieux? C'est une idée reçue. C'est vrai qu'on me pose beaucoup la question, est-ce que dans mon enquête avec Eva, on aurait pu réaliser que des femmes médecins seraient plus empathiques? C'est absolument pas le cas. En fait, ce qui se passe, pour plusieurs raisons, en fait, d'abord, les femmes suivent les mêmes études que les hommes en médecine, donc elles ont le même corpus de cours avec les mêmes lacunes en ce qui concerne la santé des femmes, donc elles ne la connaissent pas mieux. Deuxièmement, c'est un milieu, on va dire, au mieux potache, au pire masculiniste. Les études de médecine en France, c'est des fresques pornographiques au mur qui mettent en scène des femmes violées. C'est du harcèlement sexuel hyper normalisé. Donc en fait, certaines femmes, et même la plupart d'entre elles, si elles ne veulent pas foirer complètement leurs études et être décrédibilisées, elles doivent accepter et adopter certains codes. Ça va être des codes de dureté, ça va être des codes d'humour très régressif, très potache, évidemment seulement vers les femmes, sinon c'est pas drôle. Et puis la troisième chose, c'est que comme ce sont des femmes elles-mêmes,
elles vont avoir tendance à minimiser aussi ce que peut vivre une femme, puisqu'elles vont se dire « Oh, elle a pas si mal que ça, moi je suis une femme, j'ai vécu ça, j'ai accouché, j'ai mes règles, ça va ». Donc, il y a aussi ça. Ça, c'est peut-être qu'il y a d'autres explications. En tout cas, ce sont les 3 choses que nous, on a notées, qui se sont détachées de nos observations. Donc, c'est pas forcément mieux d'être traité par une femme, et les femmes ne sont pas naturellement plus empathiques que les hommes. C'est important comme trouvaille. Pourrions-nous demander à Madame Lerest de parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Je voudrais poser la question suivante. Souvent, les patients considèrent que le médecin est leur sauveur. Il nous prépare, il nous avertit au sujet d'une situation difficile. Et dans quelle mesure il y a une discrimination lorsque une femme a mal et un homme a mal? Je crois que c'est un grand chapitre de votre livre qui est consacré à ce sujet. Je garde une expérience personnelle pour la fin, pour voir à quel point donc la douleur féminine est sous-estimée, surtout quand on a affaire à des cancers gynécologiques. Mais j'aimerais bien avoir votre propre expérience sur ce chapitre, s'il vous plaît. Alors tout le premier chapitre, enfin la première même partie de notre livre est consacrée à la douleur, comment la douleur des femmes est moins bien prise en charge et moins écoutée que celle des hommes. Déjà, il faut savoir que la majorité des patients souffrant de maladies chroniques sont des femmes. Donc les femmes sont beaucoup plus sujettes à la douleur chronique que les hommes. Ça, c'est une première chose. Déjà, on peut citer les stéréotypes de genre. Les femmes sont victimes d'une présomption d'hystérie. On va penser qu'elles sont plus anxieuses, qu'elles en font trop, qu'elles aiment un peu se donner en spectacle. Et puis, tous ces stéréotypes de genre-là, ils sont présents évidemment dans la société. Ils sont quasiment décuplés dans la sphère médicale. Il y a eu des études psychologiques là-dessus. Par exemple, alors j'ai la référence normalement, mais c'était un chercheur, il me semble en 2020, une équipe de chercheurs qui avait constitué des groupes de sujets témoins, et ces gens-là, hommes et femmes, devaient regarder des vidéos d'hommes et de femmes qui avaient mal. Donc ils avaient mal, ils avaient des mimiques qui montraient qu'ils étaient dans une sensation de douleur. Après visionnage de ces vidéos, on demandait aux sujets témoins qu'est-ce que vous leur auriez prescrit à ces hommes et à ces femmes pour calmer leur douleur. Et ce qui en ressort, c'est que, hommes comme femmes compris, ont tendance à dire qu'aux hommes, ils leur prescrivent des médicaments antidouleurs, et aux femmes, des séances de psychothérapie. Et donc, même quand on ne se considère pas forcément soi-même comme un masculiniste, quand on est une femme, même, on aura tendance à sous-estimer la douleur des femmes, alors que justement, elles sont plus sujettes à la douleur que les hommes. Les femmes, elles ont mal toute leur vie. Les femmes, elles ont mal quand elles ont leurs règles. Les femmes, elles ont mal quand elles accouchent. Les femmes, elles ont mal quand elles subissent des violences sexistes et sexuelles. Les femmes, elles ont mal quand elles vont chez le gynécologue. Les femmes, elles ont mal quand elles allaitent. Les femmes aussi, elles sont soumises, on l'a vu tout à l'heure, aux injonctions de beauté. Elles ont mal quand elles s'épilent. Enfin voilà, je m'arrête là. La liste est très longue, mais la douleur est un élément constitutif de notre identité de femme. Et pourtant, on est considéré encore très souvent comme des affabulatrices. Et sur ce point, quand on parle de la douleur, je ne peux pas ne pas évoquer une histoire personnelle qui a commencé il y a 2 ans et demi. C'est la raison pour laquelle j'aimerais m'adresser aux femmes aujourd'hui. Il y a 2 ans et demi, après une fracture de ma jambe gauche, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le ventre, dans la partie basse du ventre. Mon gynécologue, à l'époque, il était très rassurant. Tous les examens étaient très corrects. Il n'y avait aucune raison d'inquiétude. Mais moi, je continuais à avoir mal. Pendant 1 semaine et demie, je ne pouvais pas me tenir debout. Il me disait que c'était un excès d'adrénaline, qu'il fallait pas en avoir peur. Mon corps était choqué par la fracture, que je devais demander quelques jours de congé de mon travail pour me calmer.
un cas de douleur par semaine, donc par la suite, chaque fois plus fort. Il m'a donné des antibiotiques et il m'a prescrit des antibiotiques pendant 4 mois. Il voyait un kyste qui ne l'inquiétait pas. Il ne voulait pas l'opérer parce qu'on n'opère pas des kystes pour n'importe quoi, pour des petites choses. J'avais toujours très mal. Il y a eu un jour où je ne pouvais pas me lever. L'échographie a montré quelque chose qui était inquiétant. Le diagnostic, c'était cancer des ovaires, premier stade. C'était au début, donc au début du début, comme m'a dit le deuxième médecin vers qui je me suis tournée. Et certes, j'ai commencé une procédure sur laquelle je n'avais eu aucune information. Le deuxième médecin m'a dit, nous avons très, très peu de temps à notre disposition parce qu'il m'a dit, dans une dizaine de jours, tu seras à l'hôpital et on va faire une hystérectomie totale. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir pour savoir si je voulais avoir un enfant, donc il aurait fallu qu'on préserve au moins l'un des 2 ovaires. Après les 4 mois que j'ai perdus en prenant des antibiotiques, et personne ne m'a informé qu'il fallait par la suite avoir un traitement de chimiothérapie. Personne ne m'a parlé du corps nouveau que j'allais avoir et dont personne ne nous parle, avec lequel j'allais me retrouver après, dès le lendemain de l'opération. Je disais à ma mère et à mon compagnon, il disait à ma mère et à mon compagnon, ne dites pas autour de vous quel genre d'opération elle a subi, parce que c'est dommage, ce sera un préjudice, elle ne pourra pas avoir d'enfant. C'était ça la question préoccupante. Quelqu'un qui avait subi tout cela, qui devait être confronté à une série de chimiothérapies, on leur disait, ne dites pas qu'elle va subir des chimiothérapies, elle va perdre ses cheveux, gardez-la un peu à la maison. On n'a pas le temps d'être informé d'un côté, et de notre côté, c'est la politique des femmes et de l'ensemble de la société grecque en l'occurrence, qui te dit il ne faut pas en parler, il ne faut pas avertir les autres femmes parce que c'est une honte de ne pas pouvoir avoir des enfants. Tu n'es plus un membre productif de la femme. Tu seras une autre femme qui devra se marginaliser automatiquement. J'ai trouvé donc que le livre de mode qui parle de ça aussi, c'est une occasion vraiment merveilleuse. C'est un deuxième diagnostic. Je vous prie d'aller rechercher un deuxième diagnostic. Si vous avez mal, dites-le de toutes vos forces. Criez-le à votre médecin. Le premier médecin n'écoutez pas. Le deuxième médecin m'a dit, vous avez eu une sorte, un ange qui vous a protégé parce que votre corps tout entier, il crie le problème. Donc, accordez beaucoup d'importance à tout ce qui est en dehors de la routine de votre propre corps. Les médecins, sans vouloir accuser qui que ce soit, pourraient ne pas accorder l'importance qu'il convient d'accorder. Vous devez vous-même être de bonnes auditrices en quelque sorte de votre corps. Soyez en état d'alerte pour ça, pour tout ce qui se passe. Ce qui m'est arrivé, c'était tout à fait en dehors de ma propre routine quotidienne. J'avais l'impression d'être une femme forte, capable de travailler pendant des heures. Je ne sentais aucune difficulté. Mais lorsque j'ai commencé à avoir mal, j'avais l'impression que je faisais passer le bon message, sauf que personne n'a voulu l'écouter. C'est exactement ce que Maud et Eva décrivent tout au long de ce livre.
Une douleur féminine donc qui n'est pas prise en compte. Une autre femme aurait pu subir encore 2 mois de traitement antibiotique. Et comme m'a dit le deuxième médecin, si c'était le cas, aujourd'hui, on aurait pu parler en termes de date, de jours qui compteraient jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Maud, là-dessus. Ton témoignage me fait penser à un témoignage qu'on avait reçu d'une étudiante lors d'une conférence à la Sorbonne avec Eva. Je ne sais pas si je fais... Ça marche? Ah oui, non, j'entends un grésillement dans mon... Je vais l'enlever. Et ça pourrait bien clôturer tout ça, je pense. Une étudiante d'une 20aine d'années nous disait, à la fin de la conférence, que ses 2 parents d'une 50aine d'années avaient guéri d'un cancer, mais avaient été tous les 2 touchés par un cancer. Ils l'ont su à 1 semaine d'intervalle. Donc, sa mère, d'abord, est allée aux urgences parce qu'elle avait mal. On ne l'a pas prise au sérieux. On a pensé qu'elle faisait une crise d'angoisse. Bon, plus tard, ils ont vu leur erreur, mais 1 semaine plus tard, son père voit la même équipe médicale et dit qu'il a mal. Il a été pris en charge immédiatement. C'était la même équipe. Alors, d'aucuns pourront me dire c'est un exemple, c'est pas une étude. Bon, c'est pas anecdotique. Hein. Nous, du coup, ce qu'on a vu vraiment, et puis en parlant à des médecins même, ils nous le disent, c'est comme ça. La femme est considérée d'emblée comme une affabulatrice. C'est comme ça en psychiatrie, c'est comme ça en cardiologie, c'est comme ça en cancéro, c'est comme ça en gynéco, évidemment. C'est comme ça partout. Voilà.